Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense que vous m'entendez bien. Donc, nous allons commencer cette session de la deuxième partie de l'après-midi. Donc, je fais office de remplaçant modérateur à la place de Céline Pasquale-Espuni. Alors, évidemment, c'est une sacrée performance de prétendre atteindre le niveau de Céline Pasquale-Espuni, mais je vais essayer de m'y conformer, ce à quoi je sais déjà que je n'arriverai pas. Je me mets quand même le challenge. Alors, nous allons commencer dans cette session qui s'appelle Dispositifs institutionnels et transition par Lucille Renard, qui va donc nous parler de la légitimation des partenariats entre ONG environnementales et entreprises privées, une approche narrative de la performance, un superbe programme. Lise, on vous écoute pour 20 minutes et ensuite quelques questions. Ok, c'est parti. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce sujet. Donc, moi, je suis issue de l'université Paris-Saclay au laboratoire du rythme en gestion. Et donc, j'ai réalisé ma soutenance de thèse là en septembre dernier. Et donc, je vais vous en faire une brève présentation de 20 minutes pour que nous puissions échanger après. Il y a un appel en même temps. Voilà. Non, je m'occupe. Donc, j'ai réalisé cette thèse sur une durée de 4 années. Et en fait, ça fait suite, juste pour vous expliquer le contexte, ça va permettre de comprendre un certain nombre de choses. Avant de faire cette thèse, j'ai travaillé pendant 5 années au sein d'une ONG environnementale et j'étais chargée des partenariats. Donc, cette ONG faisait des partenariats avec Carrefour, Engie, etc. Et ça relevait pas mal de questions sur la pertinence de ces partenariats, notamment en interne. Et j'avais vraiment cette volonté de creuser ce sujet, d'où la réalisation de cette thèse. On va commencer par une petite partie introductive. Donc, comme disait Fischer, à travers son expression d'homo narens, l'homme et la femme sont des conteurs d'histoires. Ils ont toujours raconté des histoires, que ce soit à travers des livres, à travers des dessins, des photographies, ou à travers de simples conversations, des emails. Et ils racontent des histoires de façon individuelle ou de façon collective, donc, notamment à travers les organisations. Mais l'ONG environnementale ne fait pas exception. L'ONG environnementale raconte des histoires dans lesquelles elle est le héros. Elle veut sauver la planète. Donc ces histoires, ça lui permet de se mettre en scène, de véhiculer des valeurs, de mobiliser et de mobiliser autour d'un but et d'une quête, et ainsi de se construire et de maintenir une identité. Et les histoires et les récits sont d'autant plus importants lorsque l'organisation se trouve au cœur d'une controverse. Et les partenariats avec les entreprises privées font partie de ces controverses. Pour citer juste un rapide exemple, il y a quelques années, il y avait une émission de télévision qui est animée par Élise Lucet et qui interrogeait une ONG environnementale, une grande ONG environnementale, sur la question du greenwashing. Le directeur général, au début, très à l'aise sur ces questions-là, pensait parler du greenwashing des entreprises, mais il a vite compris en fait qu'il ne s'agissait pas du greenwashing des entreprises, mais de cette ONG environnementale qui établissait des partenariats avec des grandes banques qui finançaient des projets qui étaient destructeurs et qui dégradaient l'environnement. Et donc, l'ONG participait justement à verdir l'image de cette structure. Et donc, le directeur, comprenant ça, il ne sait plus comment réagir et met très vite fin, finalement, à cet échange. Et en fait, cette petite interview montrait vraiment cette tension qui existe entre la fin poursuivie par l'ONG, qui est de protéger l'environnement, et les moyens mis en œuvre, entre la fin qui est plutôt sur une visée, une logique écologiste, c'est-à-dire un changer de modèle de société en faveur de l'environnement, et une logique plutôt managériale qui est de réaliser des projets d'intérêt privé en vue de l'obtention de fonds. Et donc ces tensions paradoxales sont plus ou moins perceptibles, elles peuvent rester dormantes, mais elles peuvent aussi apparaître, notamment à travers ces différents reportages, et peut créer un sentiment d'inconfort, notamment des membres, et de découragement lorsque ces tensions sont perceptibles. Donc, comme je vous disais, l'ONG environnementale raconte des histoires. Et donc, il y a plusieurs façons d'aborder cette question des histoires. Il y a les histoires à la fois qu'on peut aborder à travers le récit. Donc, du coup, le récit est une structure. Imaginez seulement comme un livre, en fait. C'est une structure temporellement organisée qui met en scène l'ONG environnementale, qui est le héros, qui va poursuivre une quête, un objet qui est protéger l'environnement et dans lequel vont intervenir différents acteurs qui vont aider ou empêcher la réalisation de cette quête. Mais l'ONG environnementale n'est pas seulement l'héroïne de la quête, elle est aussi celle qui va raconter l'histoire.
Et donc, là, ce qui va nous intéresser davantage, ça va être la relation entre l'ONG énonciatrice et un certain nombre d'interlocuteurs, qui peuvent être des donateurs, le grand public, l'État, ou même ses membres. Donc, ce sont deux façons d'aborder finalement l'agir de l'ONG environnementale. Oui, on est toujours là-dessus. Ah non, c'est la slide suivante, pardon. Deux façons, voilà, exactement. Deux façons d'aborder l'agir environnemental et ses performances, donc à travers, d'une part, le récit et d'autre part, le processus narratif qu'on abordera à travers la notion de légitimation, on verra plus tard. Donc, notre question de recherche pose la question suivante, c'est la slide. Comment, à travers la narration et les histoires qui la mettent en scène, l'ONG environnementale parvient-elle à légitimer le recours au partenariat avec les entreprises privées? Et on va s'intéresser en particulier au point de vue des salariés et la façon dont eux-mêmes, en tant que membres de l'organisation, vont participer à donner du sens à la pratique des partenariats. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on va aborder le cadre méthodologique. Slide de suivante, s'il vous plaît. Donc, notre cadre méthodologique se caractérise par trois phases qui permettent de répondre à trois objectifs distincts. Donc, la première étape est une phase exploratoire. Et donc là, l'objectif, c'était de s'interroger sur l'agir des ONG, sur la notion de performance. Qu'est-ce que ça signifie pour une ONG environnementale d'être performance dans la relation avec leurs partenaires? Donc, pour ça, j'ai réalisé 11 entretiens avec des dirigeants associatifs ou des porte-paroles et réalisé une observation de participants. La deuxième phase consiste à analyser les récits de l'organisation et à définir justement ces différentes performances sous la voie narrative. Donc, dans ce cadre, dans cette présentation, on va mettre en avant plusieurs récits, c'est-à-dire qu'il y a un récit principal qui peut être composé de multiples récits secondaires. Comme dans un livre, vous avez l'histoire principale et puis vous pouvez avoir l'histoire d'un personnage en particulier ou un retour en arrière du point de vue de l'histoire. Vous pouvez avoir un récit principal et un récit secondaire. C'est ça qui est intéressant. Et c'est la relation entre ces différents récits qui va nous intéresser. Donc, on va reprendre les rapports d'activité, les sites internet, les chartes, et on a reconstitué les différents récits qui impliquent d'une façon ou d'une autre les partenariats. Et donc, pour cela, je reviens à la slide suivante. Pour cela, je me suis reposée sur les travaux de Graham Mass, qui est l'auteur de la sémiotique structurale, et notamment sur deux de ces outils qui sont les schémas narratifs et les schémas actentiels. Donc, le schéma narratif qu'on voit ici permet de découper les différentes étapes du récit, au cœur duquel se trouve l'étape de performance, qui est l'action entre finalement le début de la quête et ce qui va permettre le dénouement. Tandis que le schéma actentiel, je vous laisse passer à la slide suivante, permet d'identifier différents actants, c'est-à-dire les différents éléments, qu'ils soient humains ou non humains. Et le non humain ici est très important puisqu'on est vraiment sur la question de la nature, l'environnement est essentiel, donc ça permet de le mettre en avant. Et donc, on a au cœur de ce schéma actentiel le héros, donc qui va être l'ONG environnementale, qui poursuit un objet désiré, donc ça va être sa quête, donc sa protection de la nature et de l'environnement. Et à côté de ça, on a le destinateur qui va initier la quête qui va être faite en faveur d'un bénéficiaire qui est le destinataire. Et à côté de ça, on va avoir des actants qui vont aider ou empêcher la réalisation de la quête. Ce sont les adjuvants d'un côté, les opposants de l'autre. Et donc, ici, sur cette présentation, on va s'attarder en particulier sur ces schémas actentiels. Et donc, la troisième étape, la troisième phase, vise à analyser l'interprétation qui est faite de ces récits par les salariés, anciens salariés de l'ONG environnementale. Et donc, pour cela, on a réalisé 33 entretiens semi-directifs. Alors, pourquoi s'intéresser au point de vue des salariés? D'une part, c'est comme je vous le disais, j'étais ancienne salariée d'une ONG environnementale. Et donc, c'est eux qui travaillent en lien direct avec les partenariats et en même temps, ils ne font pas partie de ces processus de décision au sein des ONG. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de ces bureaux et de ces conseils d'administration composés de bénévoles et qui ont finalement qui prennent la décision de poursuivre ou pas un partenariat. Donc, ça paraissait particulièrement intéressant de voir leur point de vue puisque clairement, il y avait un point de vue sur ce sujet. Donc, la slide suivante. Donc, la légitimation, ça consiste à se poser la question, la pratique des partenariats est-elle légitime et pourquoi l'ONG environnementale met-elle en place ces partenariats? Donc, la grille d'analyse repose sur la notion de légitimation telle qu'elle est définie par Van Hooven ou Vara.
Donc, je me détache un peu des définitions de légitimation qui peuvent être apportées notamment en sociologie, qui la traite à travers la notion de domination. Là, ce n'est pas le sujet, on ne s'intéresse pas à la notion de domination qu'il peut y avoir entre les salariés et les dirigeants associatifs. On voit les salariés davantage comme des acteurs critiques pertinents, hein, qui ont la possibilité d'apporter un point de vue et apporter du sens, participer à créer du sens au sein de l'organisation. Donc, les auteurs distinguent 5 formes de légitimation, c'est-à-dire 5 types de réponses à la question qui est posée. Et donc, la réflexion peut porter à la fois sur les effets de la pratique, sur les valeurs, les conventions, l'autorité, ou bien même les récits, à travers la notion de narrativisation, qui a permis de procéder à une catégorisation des discours par thème. La slide suivante. Donc, les 5 formes de légitimation ne sont pas mutuellement exclusives. D'ailleurs, encore une fois, on peut, voilà, elles peuvent, les éléments de la moralisation peuvent très bien se retrouver dans des éléments de rationalisation, hein, mais c'est un guide à la réflexion. Et donc, nos travaux portant sur la mise en récit, on a établi une grille de telle sorte à ce que la narrativisation soit la dernière étape du processus d'analyse. Cela permet que l'ensemble des éléments de légitimation soient in fine intégrés dans les récits organisationnels portant sur les partenariats, de telle sorte que l'on puisse observer les divergences et les similitudes entre les récits tels qu'ils sont racontés par l'organisation et les récits tels qu'ils sont interprétés par les salariés. Et on va voir ça par la suite. Donc, concernant les résultats, donc, nous avons analysé les récits de l'ONG environnementale dans lesquels sont mis en scène les partenariats avec les entreprises privées. Et ces différents récits ont permis de définir les différentes performances et la façon dont est appréhendées les tensions paradoxales au sein de l'organisation, notamment par les salariés. Donc, à chaque fois, je fais une mise en parallèle sur le récit tel qu'il est présenté par l'organisation et les nouveaux éléments qui apparaissent dans les discours des salariés. Donc, le premier récit et le récit principal, c'est, sans surprise, le récit de la protection de l'environnement. Donc, en tant que représentante de la société civile, l'ONG environnementale agit en faveur de la transition écologique et pour une harmonie entre l'homme et la nature. Donc, elle prône un changement de modèle et pour cela va s'appuyer sur une expertise scientifique, une mobilisation collective, la démocratie, une indépendance vis-à-vis des acteurs politiques et économiques. Et l'entreprise ici est à la fois dans le rôle des opposants, puisqu'elle représente finalement ces activités industrielles et économiques qui dégradent l'environnement, mais elle est aussi dans le côté des adjuvants, puisqu'elle est indispensable à l'unité collective. Sans surprise, on va retrouver ce récit principal dans le discours des salariés, dans lequel on va retrouver les principaux éléments. Par contre, on va avoir quelques divergences, quelques différences, notamment le fait que le héros n'est plus seulement singulier, c'est un héros qui est pluriel. Les salariés évoquent l'action à travers un ensemble qui est ce qu'on peut appeler un écosystème ONG, qui est entendu à la fois dans son aspect communautaire, c'est-à-dire l'ensemble des ONG environnementales, et dans son aspect réseau, c'est-à-dire que là, on peut intégrer l'ensemble des acteurs qui participent, notamment les entreprises, à la protection de la nature et de l'environnement. Il y a également les salariés qui apparaissent en tant que héros. Il y a et notamment les salariés des services techniques qui ont une expertise en faveur de la protection de la nature et de l'environnement. Et il y a un nouvel opposant qui est le système, et on y reviendra un peu plus tard. Ce récit principal est composé de multiples autres récits, et parmi les récits secondaires, il y a le récit de l'ONG gestionnaire. Donc l'ONG, elle doit avoir les moyens de ses actions. Donc, elle va donc chercher des financements qui vont lui permettre d'assurer un certain équilibre financier. Donc, sa quête, elle va reposer sur une activité gestionnaire dans laquelle elle met en place des partenariats, évalue son action et rend des comptes. Donc, le dénouement repose sur renouvellement ou non des contrats qu'il a liés avec ses financeurs, et l'entreprise partenaire est à la fois celle qui est à l'origine de la quête et celle qui en détermine l'issue. Elle a donc un rôle central. Donc, dans le cadre de l'interprétation des salariés, l'entreprise est également au cœur du récit. Les partenaires servent avant tout à financer l'ONG, à apporter l'argent. Donc, on observe que cette pérennité financière ne se fait pas seulement au profit de l'organisation, mais aussi au profit des salariés eux-mêmes. Leur poste en dépend. Donc, les salariés, notamment les chargés de partenariat, se trouvent dans la posture aussi de héros. Ils ont une compétence, un savoir-faire professionnel qui permet de cadrer la relation partenaire, mais à contrario, les bénévoles sont perçus comme étant opposants à l'action, c'est-à-dire que le militantisme s'oppose au professionnalisme et à une forme de pragmatisme nécessaire à la bonne gestion de l'organisation.
La slide suivante. Donc, ces deux récits, le récit principal et le récit de l'ONG gestionnaire, sont au cœur d'un paradoxe au sein de l'ONG environnementale, de tensions paradoxales. Ces tensions sont observables entre une perspective plutôt écologiste d'un côté et une perspective managériale de l'autre. C'est Thérèse, c'est juste que je suis en colloque, tu sais, c'est mon colloque français, là. Excusez-moi, là, il y a des personnes qui devraient... Il faudrait vraiment couper vos micros. Il y a des parasites. Excusez-moi, fermez vos micros, s'il vous plaît. Il y a des parasites partout, là. Ben oui, mais là, si tu veux, Là, on voit ma présentation. Oui, donc j'ai pas trop la main. Donc merci de fermer vos micros. Il y a qu'on n'entende pas des parasites, que ça ne déconcerte pas la personne qui parle. C'est déjà fait d'ailleurs. Tout va bien. Donc la slide suivante, s'il vous plaît. Donc loin d'être passif face à ce paradoxe, on observe que l'organisation et les salariés s'engagent dans un processus de légitimation visant à atténuer ces tensions. Donc on observe que ces tensions, la gestion de ces tensions et l'atténuation de ces tensions s'opèrent à la fois par la synthèse, c'est-à-dire par le développement d'un troisième récit qui est développé à la fois par l'ONGE mais qui est repris aussi par les salariés, et aussi par un processus de recadrage que je vais détailler tout de suite. Alors, c'est le récit, ça c'est le récit des partenariats de transformation qui est un troisième récit, une troisième voie de compréhension, qui représente la synthèse. Donc l'objectif ici dans ce récit est de transformer l'entreprise, de transformer les marchés. Donc pour cela, l'ONG environnementale met son savoir au service des entreprises afin de les accompagner dans le changement de leur pratique. Donc l'idée c'est d'agir par effet domino, d'agir sur l'ensemble du marché et ainsi participer à la transition écologique impliquant les entreprises. Voilà. Selon les salariés, même s'ils rejettent une vision manichéenne opposant le bien du mal, il s'agit bien dans ce récit de montrer la voie bonne aux entreprises, de les mener sur le chemin de la rédemption. Donc cela fait partie de la mission de l'ONG et plus particulièrement des ONG dites du consensus qui s'opposent aux ONG plus militantes, celles qui ne font pas des partenariats avec les entreprises privées. Donc les entreprises dans leur discours deviennent des acteurs du changement, à tel point que certains identifient l'entreprise comme héros d'un nouveau récit dans lequel l'ONG devient celle qui accompagne et non plus l'auteur de la performance en faveur de l'environnement. Et donc cela, ça tend à créer de la confusion entre ce qui relève de la performance de l'entreprise et ce qui relève de la performance de l'ONG environnementale. La gestion du paradoxe opère également à travers le recadrage qui est fait de la part des salariés. Donc le recadrage, ça consiste à utiliser des nouvelles terminologies, des nouvelles significations. Et donc les salariés vont proposer une nouvelle lecture des performances, d'organisation, notamment en apportant une nouvelle définition de certaines valeurs. Il peut y avoir une nouvelle hiérarchisation ou une nouvelle définition. Par exemple, l'indépendance devient relative. Ils reconnaissent une forme de dépendance financière, mais insistent sur la liberté de parole. Et le militantisme peut devenir un frein à l'action. Il y a aussi un changement à la figure du héros et des auteurs des performances. Donc, c'est-à-dire qu'ils voient le héros comme un héros pluriel, non plus singulier, à travers l'écosystème ONG, qui inclut également les salariés. Et les entreprises peuvent se retrouver au cœur des performances des ONG environnementales. Donc, cependant, on observe aussi à travers le discours des salariés de nouvelles tensions. Donc, parmi elles, il y a des conflits internes qui opposent les services techniques aux services supports. Les services techniques sont les experts sur les questions environnementales, les services supports sont les partenariats, la communication, etc. Ou entre les salariés et les bénévoles. Le salarié lui-même se trouve tiraillé entre une posture qui est professionnelle, où le salarié a tendance à se rattacher au discours organisationnel, à une posture plus personnelle axée sur les émotions, qui laisse transparaître quelques contradictions. Et la critique existe, mais elle est plus souvent incarnée à travers la figure du naïf ou la figure de l'autre. Elle n'est pas assumée. On note aussi l'apparition d'un système comme principal opposant. Donc, ce système, c'est un ensemble abstrait composé des instances politiques, économiques, voire même sociétales. C'est-à-dire que l'action environnementale est contrainte par un système contre lequel elle ne peut plus rien finalement. Et donc, l'alternative que l'ONG est censée incarner ou défendre n'est plus réaliste. Et donc, finalement, alors que l'action et le récit de l'organisation de l'ONG se trouvent plutôt sur une question d'utopie, on est sur une utopie en tant que transition écologique réalisée, comme transformation des marchés réalisés, on se voit basculer plutôt dans une forme de dystopie. Et donc, l'enjeu relatif à la pratique des partenariats devient mineur. Il y a une forme de désenchantement de l'action et de dystopie de la performance.
Et pour finir, juste pour conclure, parce que je ne sais pas combien de temps il me restait. C'est pratiquement terminé. Voilà, c'est terminé, donc c'est parfait. Donc l'apport des recherches est, voilà, d'un point de vue notamment théorique, c'est-à-dire que s'il y a une littérature sur les ONG qui est relativement dense, notamment dans les sciences de gestion, elle est souvent abordée à travers l'analogie de l'entreprise. Donc ici, c'était vraiment l'idée de prendre en compte les particularités de l'ONG environnementale et de définir différemment les performances, et notamment à travers la voie narrative. Et donc, ça permet aussi de prendre en compte les valeurs de rapport au temps, qui est différent pour les ONG environnementales, et leurs différentes influences, notamment des éléments non humains comme les générations futures ou la nature et l'environnement. Voilà, donc c'était important d'apporter un nouveau cadre, de nouvelles lunettes pour aborder la question de l'agir organisationnel concernant les ONG. Et le deuxième apport d'un point de vue pratique, ça permet de savoir comment appréhender les différentes tensions paradoxales au sein de l'organisation, et aussi de s'interroger sur la participation des salariés justement dans la création de sens en interne et sur la gestion de ces différentes tensions paradoxales. Voilà, et donc pour aussi l'organisation, il s'agit d'être dans une forme de réflexivité performante et finalement de se poser la question, est-ce bien là l'histoire que je souhaite réellement incarner? C'est fini. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. La conversation. Je voudrais voir la conversation, le chat, pour voir s'il y a des... Ah oui, mais j'ai plus besoin de la présentation. Oui, mais je pensais que... Ah oui, non, en mettant échappe. Voilà. Alors, il faut retourner sur Teams en bas. Hein? En bas sur Teams, là, le violet, là, les petits bonhommes. Ouais. Et là, à droite. Non. Je vous laisse alors. Ah oui, d'accord. Voilà, ici. Voilà, donc là, je vais voir le chat. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Pour, alors, moi, je voudrais juste faire un commentaire. Ouais. Ça fait du bien de réentendre parler de Crémasse. Ouais. Et on a, je crois, apprécié la Baïstra parce que non seulement on réentend parler du schéma narratif, mais vous l'activez, vous le mettez en scène. Toutes ces notions autour de la légitimation, la narrativation, les paradoxes. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a non seulement une application de ce schéma, mais vraiment revisiter le schéma en le mettant au service de la cause. Vraiment, c'était très intéressant. Et je suppose que tout le monde a apprécié le fait que la présentation arrive presque au niveau d'une performance artistique. Donc, j'ai été vraiment fasciné. Pour moi, c'est un cas d'école. Il faudra que vous l'envoyiez pour que je donne un modèle à mes étudiants, pour qu'ils voient ce que ça peut être un PowerPoint. Non seulement beau, mais aussi efficace. Donc maintenant, voilà, j'ai plus rien à dire et je laisse la parole à la salle ou au fil de conversation. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent pour Lucille Renard? Pour l'instant, on ne voit pas la conversation, on voit la transcription. Oui, on alors cliquer sur la petite bulle. Elle est là, je crois. Moi, j'ai Juste pour, Michel. Ouais. Moi, j'ai quelques suggestions. Mais attends, je voudrais voir le chat aussi. Bah c'est ça, je suis dessus là. Alors oui, dans le chat, il n'y a pas de questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Hein. Moi, j'ai une question éventuellement. Alors, attendez, Lise, parce que j'ai une question dans la salle qui a déjà été posée, puis après, je vous donne la parole. Très bien. Madame Espini? Oui, non, je voulais juste vous signaler qu'en fait, vous avez effectivement revisité des schémas qui sont issus de Crémasse, etc. Il y a un certain nombre de recherches qui avaient été déjà au préalable faites en sciences de l'information et de la communication. J'ai été étonnée de ne pas les voir en fait dans votre présentation. Vous aviez Béatrice Jalland-Covigoux qui a soutenu une thèse en 2006 que vous connaissez peut-être. Oui, je connais. Vous avez croisé. Je connais ses travaux, du moins j'ai échangé avec elle notamment. Ça, par rapport au héros, par rapport à la thématique, au ferment de narrativité, hein, c'est le principal concept qu'elle développe dans sa thèse. Il y a Amalia Ereka aussi. Oui, elle était membre de mon jury de soutien. Voilà, très bien. Et puis, bon, voilà, vous avez des travaux de Catherine Leu qui est ici présente, ou François Bernard qui a des travaux là-dessus. Donc déjà aussi, oui, moi aussi j'en ai fait quelques-uns là-dessus il y a quelques années, donc je voulais savoir si vous avez pu les mobiliser et de quelle façon. Et la deuxième question que j'avais pour vous est une question d'une grosse curiosité gourmande, c'est en fait c'est quoi l'ONG que vous avez bien évité de citer au fur et à mesure?
Donc voilà. Oui, c'est vrai, je ne les ai pas cités. Alors, je vais commencer par la dernière question. Non, en fait, c'est vrai que dans le cadre de ma thèse, je ne les ai pas cités volontairement parce que je voulais leur garantir une forme, pour qu'ils soient plus à l'aise aussi pour intervenir sur ce sujet, parce que c'est réellement une tension palpable sur la question des partenariats. Ils sont souvent attaqués sur ces questions-là. Donc, puisque ça reste entre nous, je me suis... bon, sur la phase exploratoire, j'ai vu plus large, donc j'ai interrogé 8 ONG différentes qui faisaient des partenariats ou pas. Et sur le cadre des salariés, anciens salariés, et sur l'analyse documentaire, je me suis ciblée sur 4 ONG environnementales qui étaient France Nature Environnement, WWF, la Fondation Nicolas Hulot et la LPE, donc 2 fondations et 2 fédérations d'associations. Voilà, qui toutes... Voilà. Sinon, sur la question des... Alors, ça me fait sourire, oui, les références en Infocom. Vous savez, quand j'ai réalisé ma soutenance au Maillard-Récap, puisque en fait, je suis sur une thèse tout le monde n'aime pas forcément ce terme, qui est un peu sur l'interdisciplinarité, mais je suis une thèse en gestion. Et en fait, la personne qui est là, représentante de mon laboratoire en gestion, me disait, mais j'ai l'impression que vous n'êtes plus vraiment trop en gestion, mais du coup, vous êtes trop en infocom, etc. Et en même temps, en infocom, je suis trop en gestion, je suis en infocom. Alors oui, de toute la subtilité et de pouvoir mobiliser en fait les différentes références. Et donc, effectivement, il a fallu, donc, Andrea Catellani fait partie des personnes que j'ai interrogées sur les aspects grimaces et sémiotiques. Amalia Erekat, donc elle m'a apporté plusieurs éclairages sur la notion justement des différents mondes qui se rencontrent dans le cadre d'un contrat de partenariat. C'est des choses que j'ai pu mobiliser sans non plus que ce soit au centre du sujet. Madame Jalande Vigourou, j'ai interrogé au tout départ aussi parce que ça me fait interroger sur la question des récits des entreprises et des ONG, mais c'est encore sous un format très différent. Donc, j'ai un autre angle que ces travaux, donc ça m'a inspiré, mais c'est pas non plus, voilà. Donc oui, c'est des références que j'ai lues, que j'ai interrogées, qui m'ont inspiré dans le cadre de mes thèses. Pour autant, effectivement, je jongle entre 2 disciplines et c'est là la difficulté de faire des ponts entre chaque. D'accord, oui. Voilà. Effectivement, vous vous retrouvez quand même bien sur nos terres, vous voyez, sur nos... Tout à fait, mais c'est aussi l'importance, en fait, alors, vous savez, des fois, il y a des ouvrages qui marquent. Et moi, j'ai entré ce sujet sous l'angle de la performance, que j'étais en gestion, et c'était performance financière, sociale, etc. Et en fait, en regardant la littérature sur les performances, notamment la performance de l'ONG, j'étais frappée sur l'absence de la notion des valeurs, l'absence des éléments non humains, parce que la théorie des parties prenantes les met complètement à côté, la question des temporalités qui n'était pas non plus, qui ne permettait pas d'être prise en compte. Et en fait, j'avais vraiment un ouvrage qui m'avait marqué, qui était la performance, la nouvelle idéologie de la performance. Et il y avait des auteurs qui disaient, des philosophes qui disaient, il est possible de prendre du recul avec cette notion de performance. Et vous avez des sémioticiens qui disaient, la performance est au cœur des récits. Et là, ça a fait sens, et c'est pour ça que je fais ce sujet cette fois. Si on veut que Lise puisse poser sa question, je vais interrompre Lise. Oui, c'était la question de la limite un peu. Je travaillais avec quelqu'un là qui est en fin de thèse. Je me dis, ah super, cette question du récit est vraiment extrêmement efficace. Est-ce que vous avez déjà cerné les limites de cette façon de comprendre les choses, notamment en termes de peut-être de complexité? Est-ce qu'à un moment donné, ce que vous observez peut être trop complexe et ne pas rentrer dans vos schémas à cases qui peuvent sembler plus simples? Voilà, est-ce que vous avez rencontré des limites dans cette façon de regarder les acteurs qui, à part ça, a l'air hyper efficace? Oui, c'est vrai que ces schémas, ça a l'avantage d'apporter une structure à la réflexion et puis de simplifier un petit peu les choses. Alors, certainement, des choses ne peuvent pas rentrer tout à fait dans ces cases. Ça, c'est évident, mais il faut le prendre comme un outil qui aide à la réflexion. Et puis, c'est aussi pour ça que j'ai rattaché ces notions de récit et les supports de Grimace avec des notions de légitimation qui permettaient de voir les choses sous un angle un petit peu plus vaste, tout en faisant le lien avec la narrativisation. Donc, en fait, c'est à chaque fois des supports qui permettent justement d'élargir un peu la réflexion et d'apporter un éclairage particulier à ce sujet. Ça paraît très simpliste comme schéma actentiel, mais en même temps, ça permet vraiment de structurer un petit peu les choses
dans le cadre, enfin, pour aborder les choses. En tout cas, ça m'a aidé à formaliser un petit peu tout ça. Bon, je vais peut-être arrêter là, à moins que... Ouais, donc je pense qu'on peut s'arrêter. Merci. Je vais donc... Merci beaucoup. Hein,